Emmanuel Kiva, bonjour, bienvenue au Talk Stratégique. Vous êtes le directeur de l'Agence de l'innovation de défense au ministère des Armées, un organisme tout récemment créé par la ministre Florence Parly. Alors l'innovation, on en parle, tout le monde a ce terme à la bouche. Que recouvre ce terme dans la défense spécifiquement ? Pourquoi innover est-ce capital aujourd'hui ? Alors, l'innovation, c'est pas parce que c'est à la mode que c'est une mode. Et l'innovation dans le domaine de la défense, on en fait depuis longtemps. On en fait au sein de la direction générale de l'armement qui est responsable des programmes, et notamment des programmes à cycle long, de ce qu'on appelle l'innovation planifiée, la réalisation de sous-marins nucléaires, de porte-avions, de l'avion du système aérien du futur. On en fait également au sein des forces. On parle beaucoup de l'innovation dans les forces spéciales, mais toute l'armée innove, et la supériorité technologique continuera de peser dans l'affrontement. Vous le disiez, on n'a pas attendu 2018 pour innover dans les armées. Il existe toute une série de mécanismes, de dispositifs existants pour favoriser, pour encourager l'innovation. Pourquoi créer cette agence de l'innovation de défense ? Oui, qu'est-ce que c'est que cet objet administratif non identifié ? Exactement. Finalement, je crois qu'on a créé cette agence parce qu'on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une ère dans laquelle ce qui était régalien ne l'est plus. Aujourd'hui, n'importe qui, j'exagère un petit peu, mais n'importe qui peut concevoir son anneau satellite sur Internet et demander à une société privée de le lancer dans l'espace. Ça n'est plus l'apanage des États. On assiste également à l'émergence d'acteurs colossaux, transnationaux, valorisation d'Apple à $1 trillion, qui permettent la démocratisation de l'accès à la technologie. Et donc, cette démocratisation, cette accélération des cycles technologiques, elle bénéficie à tout le monde, potentiellement aux armées, mais également à nos ennemis, qui pourraient utiliser cette technologie avant nous, avec pour nous la crainte que l'on puisse rater cette prochaine évolution technologique. Donc finalement, dans cette nouvelle ère, caractérisée également par l'émergence de nouvelles technologies potentiellement génératrices de ruptures stratégiques. Je pense au quantique, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à l'hypervélocité, le fait de pouvoir envoyer un missile à n'importe quel coin de la Terre en moins d'une heure, donc du Mach 10, du Mach 30. Tout ceci plaidait pour un regroupement des acteurs de l'innovation de défense, d'où la création de cette agence, qui est un service rattaché directement au délégué général pour l'armement et qui permet de rassembler les différents acteurs en s'intéressant à la fois au cycle court, à l'innovation planifiée et au transfert entre ces deux mondes. Effectivement, il y a un besoin qui s'exprime lorsqu'on parle aux acteurs de la défense. C'est un besoin de réactivité, de fluidité, de travailler, comme on dit, en boucle rapide pour que les besoins qui s'expriment puissent être satisfaits le plus rapidement possible. Comment faire ? C'est les deux, en fait. Je pense qu'il faut continuer sur ce qui fonctionne bien. Il ne fallait pas casser ce qui existait. On ne construit pas un sous-marin nucléaire en cycle court. Donc il fallait pouvoir poursuivre, et c'est ce qui a été décidé. Et vous savez que la loi de programmation militaire est extrêmement ambitieuse et va porter le budget de ce qu'on appelle les études amont, permettant de concevoir ces nouveaux systèmes progressivement à 1 milliard d'euros d'ici 2025. 2022, pardon. Mais nous avons en plus la nécessité de pouvoir fonctionner en cycle court, capter l'innovation, favoriser l'expérimentation. Et un défi considérable consiste à concilier les deux. C'est-à-dire à introduire de l'innovation à cycle court, des fenêtres d'opportunité dans des grands programmes d'armement. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on construit un missile, de s'intéresser aux composants qui sont utilisés en téléphonie portable. Parce que ces composants sont à même d'éviter des interférences entre eux, ce qui est évidemment intéressant lorsqu'on cherche à miniaturiser des composants militaires. Donc voilà, c'est ça le défi aussi de cette agence. Maintenir les cycles longs, l'innovation planifiée, capturer l'innovation dans les cycles courts et concilier ces deux mondes. Dans la défense, comme dans d'autres domaines, il y a à la fois des très grands groupes et puis aussi des start-up qui émergent, qui fleurissent et dont les atouts commencent à être très prisés par les armées. Mais comment, de votre point de vue, faire cohabiter ces deux univers ? Celui des start-up, celui des grands groupes qui n'ont pas les mêmes fondamentaux, les mêmes modes de fonctionnement.
Absolument. Alors, d'abord, je tiens à dire que l'innovation, ce n'est pas uniquement l'apanage des startups. Je suis contre cette start-upisation de la pensée, ayant créé moi-même plusieurs startups. Il y a de l'innovation dans les grands groupes, il y en a même beaucoup, ça n'est simplement pas la même. Et le défi consiste effectivement à pouvoir faire dialoguer ces différents acteurs. Aujourd'hui, la manière de faire, c'est de mettre l'utilisateur au centre. L'utilisateur, c'est qui? C'est le soldat qui est déployé dans Barkhane, c'est l'utilisateur même administratif du ministère de la Défense. Et donc, la manière de concilier ces différents acteurs, ça va être de pouvoir accompagner l'innovateur de telle manière à construire avec lui un business model qui finalement lui permette de gagner de l'argent. Et pour cela, on est obligé et on est désireux d'y associer des acteurs industriels. Donc on va continuer à travailler avec nos champions industriels de la défense. On va également accueillir ces nouveaux acteurs que sont les entrepreneurs de start-up, et on va essayer de mélanger ce monde autour d'un projet que l'on va construire avec eux, sans s'engager, mais en leur permettant d'avoir une perspective sur la manière dont finalement ils vont pouvoir gagner de l'argent en travaillant au profit du ministère des Armées et au profit de l'innovation. Emmanuel Kiva, vous avez travaillé pendant 20 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle, dont vous êtes un spécialiste. Encore un terme qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie, l'intelligence artificielle, pour les armées? Où est l'enjeu concrètement? Je vais commencer par démystifier, parce que l'intelligence artificielle, ça fait peur, et les armées, ça fait peur. Donc quand on met les deux, on s'attend à Skynet, à Terminator, au robot tueur. Alors, aucun fondement scientifique, déjà, ne permet de dire que l'on va construire une super intelligence artificielle consciente et armée, et c'est surtout pas la priorité du ministère des Armées. En fait, nous allons simplement considérer que l'explosion à laquelle on assiste aujourd'hui de l'intelligence artificielle est évidemment bénéfique dans tous les domaines militaires, mais on va évacuer cette question du robot tueur. Pour répondre précisément à la question, je dirais qu'il y a 3 domaines dans lesquels aujourd'hui l'intelligence artificielle se révèle incontournable. Le premier, c'est celui qui consiste à faire mieux ou plus vite que l'homme, et en particulier dans tout ce qui est exploitation des données massives. Vous savez, quand on prend aujourd'hui des caméras de surveillance dans une grande ville, on génère plusieurs téraoctets de données par jour. Lorsque l'on prend des photos satellites, là aussi, on a des masses considérables. Il faudrait embaucher des centaines de milliers de personnes pour analyser ces données-là. Et donc là, l'intelligence artificielle, évidemment, trouve une application directe. Donc faire mieux que l'homme, on peut dire également faire à la place de l'homme, éviter d'exploser l'homme par la robotique par exemple, lorsqu'on fait de l'ouverture d'itinéraires de convois pour éviter les engins explosifs improvisés, mais également lorsqu'on essaie de capter de l'information sur le théâtre d'opération, on peut imaginer, c'est ce qui est fait aujourd'hui, des capteurs abandonnés, c'est-à-dire des capteurs qui vont être munis de caméras, mais qui ne vont pas transmettre l'image. Ils vont avoir une intelligence qui va leur permettre de transmettre la nature de l'information qu'ils auront captée. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éviter les saturations des canaux de communication. Et puis, je dirais, le troisième domaine, c'est faire en appui de l'homme, c'est-à-dire aider à la décision, par la simulation par exemple. C'est également permettre à un pilote d'avion de chasse d'avoir un ailier robotisé à côté de lui et de l'assister en s'adaptant et en lui fournissant les informations qu'il a le plus besoin d'avoir afin de mener à bien sa mission. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui les priorités de l'intelligence artificielle. Et vous savez que la défense, dans le rapport remis au président de la République par Cédric Villani, la défense est l'un des 4 domaines stratégiques pour l'intelligence artificielle. Entre la rusticité, comme on dit, nécessaire du combattant sur le terrain et l'horizon du tout technologique, où placer le curseur? C'est une tentation que d'opposer technologie et rusticité. Je pense que les deux sont tout à fait compatibles, mais je pense que c'est une tentation qui vient du fait que souvent on parle d'innovation pour l'innovation. L'idée, c'est quand même de mettre l'homme au centre. C'est l'homme qui a besoin de la technologie pour lui permettre d'avoir un avantage sur ses adversaires. Je vous donne un exemple. On n'a absolument pas l'intention de faire des Robocop sur le théâtre d'opération. D'abord parce que la perception d'un soldat super armé bardé de lunettes à réalité augmentée et d'armes futuristes est
parfaitement néfaste au dialogue avec les populations, et puis parce que ça risque simplement de le gêner dans la manière de réaliser sa mission. Donc il s'agit de trouver un équilibre effectivement entre cette suprématie technologique et le fait d'être capable de fonctionner dans le désert sans GPS ou dans une ville où toutes les communications électromagnétiques sont complexes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une agence. Au sein de cette agence, il y a l'utilisateur, il y a l'homme. Et à l'intérieur de l'agence, vous avez des ingénieurs, et notamment des ingénieurs de l'armement qui sont extraordinairement compétents dans leur domaine technologique, mais vous avez aussi des officiers qui sont extraordinairement compétents dans ce qui, et des soldats d'ailleurs, dans ce qui constitue leur quotidien, leur mission. Et c'est en conciliant tout ça au sein de l'agence qu'on arrive à répondre à cette question. Au total, vous serez une centaine ? Une centaine de personnes, oui, un petit peu plus, avec une montée en puissance, logée aujourd'hui au sein du ministère des Armées, mais avec la volonté d'avoir des antennes un petit peu partout, et notamment en province, tout n'est pas fait à Paris. Emmanuel Kiva, je vous laisse conclure pour nous dire finalement quelle est votre ambition pour l'innovation dans la défense, une perspective assez enthousiasmante, mais très exigeante. Vous avez des lourdes responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Absolument, mais c'est une mission absolument passionnante que celle d'arriver à se confronter aux défis et à cette nouvelle ère que je discutais, en rassemblant ces communautés d'acteurs qui sont passionnés, en ayant accès à la crème de la technologie aujourd'hui, et la France n'a pas du tout à rougir en termes de technologie et en termes de recherche, et pour répondre à des problématiques qui sont le quotidien de nos forces, qu'elles soient en métropole ou déployées en opération. C'est une mission absolument exaltante. Emmanuel Kiva, merci. Merci à vous.